Il existe un moment dans la vie d'un homme où l'amour cesse d'être simple, où les mains qui vous ont nourri enfant deviennent un fardeau, où les lèvres qui vous embrassent la nuit murmurent des choses que vous n'auriez jamais imaginé entendre. Thierry Bonal connaîtrait ce moment au sommet d'une falaise, les bras tremblants sous le poids de sa mère, le cœur partagé entre deux femmes. Mais comment en était-il arrivé là? Comment un homme bon, un homme ordinaire, pouvait-il se retrouver face à un tel choix? La réponse commence dans une maison aux volets bleus, quelque part dans la campagne française, où 3 personnes vivaient sous le même toit, et où le bonheur, fragile comme du verre, allait bientôt se briser. La maison sentait toujours le thym et le romarin. Marguerite, la mère de Thierry, avait cette habitude de suspendre les herbes près de la fenêtre de la cuisine, et leur parfum se mêlait à l'odeur du pain chaud, à celle du café qui montait chaque matin dans la vapeur du petit déjeuner. C'était une odeur d'enfance, une odeur de mémoire, celle qui vous ramène à un temps où le monde était simple, où les seules décisions à prendre concernaient le choix entre jouer dehors ou rester près du feu. Thierry avait grandi dans cette maison. Les murs de pierre gardèrent la fraîcheur même en été, et l'hiver, le poêle à bois ronronnait comme un chat satisfait. Sa mère l'avait élevé seule après la mort de son père, quand lui n'était encore qu'un garçon aux genoux écorchés et aux cheveux en bataille. Elle avait travaillé la terre, raccommodé les vêtements jusqu'à ce que le tissu ne soit plus qu'un souvenir de ce qu'il avait été, économisé chaque sou pour qu'il puisse aller à l'école du village. Maintenant, Thierry avait 30 ans. Ses mains étaient larges et calleuses, marquées par le travail au champ. Chaque matin, il se levait avec le soleil, enfilait ses bottes de caoutchouc encore humides de la veille et partait vers les terres que son père avait cultivées avant lui. Le travail était dur, mais il y trouvait une forme de paix. Dans le silence des sillons, sous le ciel immense, il n'y avait pas de questions compliquées, pas de choix impossibles. Juste la terre, les saisons, le rythme immuable des choses. Puis Anaïs était arrivée. Il l'avait rencontrée au marché du village, un dimanche d'été où l'air vibrait de chaleur et de cigales. Elle vendait des confitures, des pots alignés sur une table bancale, leurs étiquettes écrites à la main d'une écriture ronde et enfantine. Anaïs Ferré, 23 ans, des yeux noirs comme des cerises, des cheveux qui captaient la lumière et la gardaient prisonnière. Quand elle souriait, c'était comme si le monde devenait plus lumineux, plus doux. Thierry, qui n'avait jamais été homme de beaux discours, s'était retrouvé à bégayer devant elle, à acheter 3 pots de confiture alors qu'il n'en mangeait jamais. Le mariage avait eu lieu à l'automne, une cérémonie simple, à la mairie du village, puis un repas dans la cour de la maison aux volets bleus. Marguerite avait préparé un festin, ses mains ridées travaillant pendant des jours pour que tout soit parfait. Elle avait souri toute la journée, mais Thierry avait remarqué quelque chose dans ses yeux, une ombre fugace qu'il n'avait pas su interpréter. De la tristesse, peut-être, ou de l'inquiétude, mais il était trop heureux pour y prêter attention, trop occupé à regarder Anaïs dans sa robe blanche, à sentir sa main dans la sienne, chaude et vivante. Anaïs était venue vivre avec eux. Au début, tout avait semblé aller bien. Les 3 prenaient leurs repas ensemble, parlaient des travaux de la journée, riaient parfois. Anaïs aidait aux tâches ménagères. Marguerite montrait à sa belle-fille comment préparer les plats que Thierry préférait, comment faire lever le pain, comment reconnaître les herbes sauvages comestibles. La jeune femme écoutait, hochait la tête, souriait. Mais sous la surface, quelque chose grandissait. Quelque chose de sombre et de tenace, comme une plante vénéneuse qui pousse dans l'ombre. Thierry commença à remarquer de petites choses. Des soupirs d'Anaïs quand sa mère parlait. Des regards en coin, rapides, chargés d'une émotion qu'il ne comprenait pas tout à fait. Des silences qui s'éternisaient pendant les repas, pesants comme le plomb. Un soir, il rentra plus tard que d'habitude. La charrue s'était cassée, et il avait dû passer des heures à la réparer dans le champ, les mains pleines de graisse, le dos douloureux. Quand il poussa la porte de la maison, le soleil était déjà couché, et la pénombre remplissait les pièces d'ombres épaisses. Anaïs et Marguerite étaient dans la cuisine. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Leur voix montait, aiguë, tendue comme des cordes de violon sur le point de casser. « Tu crois que tu sais tout, disait Anaïs, sa voix tremblante de colère contenue. Tu crois que personne ne peut faire les choses aussi bien que toi. Mais c'est ma maison maintenant, tu comprends? Ma maison. » Marguerite ne répondait pas. Thierry voyait son dos courbé, ses épaules voûtées. Elle était devenue si petite avec les années, si fragile. On aurait dit qu'un coup de vent pourrait l'emporter. « C'est aussi la maison de mon fils, finit-elle par dire doucement. C'est la maison où il est né, où il a grandi. » Justement, répliqua Anaïs, il a grandi.
Il n'est plus un enfant. Il n'a plus besoin que tu le surveilles, que tu décides de tout. Il a une femme maintenant. Thierry s'éclaircit la gorge. Les deux femmes se retournèrent brusquement. Anaïs rougit. Marguerite baissa les yeux. « Je rentre, dit-il simplement. J'ai faim. » Le repas se déroula dans un silence épais, difficile à respirer. Thierry mangeait lentement, sentant la tension vibrer dans l'air comme de l'électricité avant l'orage. Sa mère n'avait presque rien dans son assiette, et Anaïs chipotait sa nourriture avec sa fourchette, le regard fixé sur la table. Dans les semaines qui suivirent, l'atmosphère de la maison changea complètement. Ce n'était plus un foyer, c'était un champ de bataille. Les deux femmes se parlaient à peine, et quand elles le faisaient, c'était avec une politesse glaciale, pire que n'importe quelle insulte. Thierry se retrouvait pris entre elles, ne sachant jamais quoi dire, quoi faire. Quand il prenait le parti de l'une, l'autre le regardait avec des yeux blessés. Il commença à redouter de rentrer chez lui, à rester plus longtemps au champ, à traîner au café du village, même s'il n'avait jamais été homme à boire. Un soir de décembre, alors que le froid mordait la peau et que le givre dessinait des fleurs sur les fenêtres, Thierry rentra épuisé. Il avait passé la journée à réparer une clôture, les doigts gourds malgré les gants, le nez rouge et coulant. Tout ce qu'il voulait, c'était un repas chaud, un bain et dormir. Anaïs, appela-t-il en enlevant ses bottes boueuses. « Anaïs, je suis là. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Je veux me laver. » Silence, il fronça les sourcils, entra dans la cuisine. Anaïs était assise près du poêle, les bras croisés, le visage fermé. Sa mère n'était pas là. « Anaïs, où est l'eau ?» Elle ne répondit pas, se contenta de fixer les flammes derrière la vitre du poêle. « Anaïs, répéta-t-il, la voix plus dure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Alors elle se tourna vers lui, et il vit que ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait pleuré. « Tu veux savoir ce qui se passe ?» dit-elle, sa voix étranglée. « Ta mère. Voilà ce qui se passe. Ta mère me rend folle. Elle me surveille tout le temps. Elle critique tout ce que je fais. La soupe est trop salée, le pain pas assez cuit, les draps mal pliés. Rien n'est jamais bien. Je ne peux plus vivre comme ça, Thierry. Je ne peux plus. » Il s'approcha, tendit la main vers elle, mais elle se recula. « Elle te dit ces choses ?» demanda-t-il doucement, pas toujours avec des mots. « Mais je vois dans ses yeux. Elle me déteste. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi. C'est absurde. Ma mère ne te déteste pas. »« Tu ne comprends pas, » cria soudain Anaïs, la voix se brisant. « Tu ne comprends rien. Tu passes tes journées dehors. Tu ne vois pas comment elle me regarde, comment elle soupire quand je fais quelque chose. Comme si ma simple présence l'offensait. Je suis ta femme, Thierry. Ta femme. Mais dans cette maison, je ne suis rien. Juste une intruse. » Thierry se passa une main sur le visage. La fatigue pesait sur lui comme une chape de plomb. Il voulait dormir, il voulait que tout redevienne simple, comme avant. « Elle est vieille, dit-il. Elle est habituée à ses manières. Sois patiente avec elle. Elle ne sera pas toujours là. » Anaïs le regarda et quelque chose de dur passa dans ses yeux. « Non, dit-elle lentement, elle ne sera pas toujours là. Mais moi, si. Nous avons toute la vie devant nous, toi et moi, à moins que tu ne choisisses de la passer avec elle plutôt qu'avec moi. » Il sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, continua-t-elle en se levant, sa silhouette découpée par la lumière du poêle, que tu dois choisir. Ta mère ou moi, tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. Cette maison est trop petite pour nous trois. L'une de nous doit partir, et ce ne sera pas moi. » Elle sortit de la cuisine, le laissant seul avec le crépitement du feu et le poids écrasant de ses mots. Cette nuit-là, Thierry ne dormit pas. Il resta allongé dans le lit, Anaïs tournait de l'autre côté, raide comme une statue. Il fixait le plafond, écoutant les bruits de la maison, les craquements du bois, le sifflement du vent dans les volets. Il pensait à sa mère, dans sa petite chambre au bout du couloir, à tout ce qu'elle avait fait pour lui. Les nuits où elle était restée à son chevet quand il était malade, la fièvre brûlant son front, les repas qu'elle avait sautés pour qu'il puisse manger, les sacrifices silencieux qu'il n'avait jamais vraiment comptés. Et il pensait à Anaïs, à sa jeunesse, à sa beauté, à la façon dont elle riait quand ils étaient seuls, à la douceur de sa peau, à la promesse d'une vie ensemble, des enfants peut-être, une famille, un avenir. Comment choisir entre le passé et l'avenir, entre la gratitude et le désir, entre le devoir et l'amour? Les jours suivants furent un enfer. Anaïs refusait de cuisiner tant que Marguerite vivait sous leur toit. Elle passait ses journées enfermée dans leur chambre, ne descendant que pour lancer à Thierry des regards accusateurs. Marguerite, elle, était devenue encore plus silencieuse qu'avant, se déplaçant dans la maison comme une ombre, préparant de petits repas pour son fils qu'il mangeait sans appétit. Un matin,
Thierry se réveilla avec une décision terrible, comme on en prend parfois quand la fatigue et le désespoir effacent toute clarté d'esprit. Une décision qui le ferait se réveiller en sueur pendant des années, ou qui aurait pu, si ce qui arriva ensuite n'était pas arrivé. Ce matin-là, le ciel était d'un gris uniforme, lourd de nuages qui ne voulaient pas crever. L'air sentait la pluie à venir, cette odeur de terre qui s'ouvre, qui attend. Thierry se leva avant l'aube, s'habilla dans le noir pour ne pas réveiller Anaïs. Il descendit à la cuisine où sa mère préparait déjà le café, comme elle l'avait fait chaque matin de sa vie d'adulte. Le café fumait dans les tasses, noir et fort, avec cette amertume qui réveille. C'était leur petit rituel du matin, une habitude aussi simple qu'un croque-monsieur partagé sans un mot. Marguerite poussa une tasse vers son fils, et ils burent en silence, le liquide brûlant traçant un chemin de chaleur dans leur gorge. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle finalement. « Ce n'était pas une question. »« Non, répondit-il. » Elle hocha la tête comme si elle comprenait tout sans qu'il ait besoin d'expliquer. Peut-être comprenait-elle vraiment. Les mères ont cette capacité étrange de lire dans leurs enfants comme dans des livres ouverts. Même quand ces enfants ont grandi, ont vieilli, ont leurs propres secrets. « Je vais aller au Chanteau aujourd'hui, dit Thierry en finissant son café. Il y a beaucoup à faire. » C'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. Mais elle ne dit rien. Se contenta de lui préparer un morceau de pain avec du fromage qu'il mit dans sa poche. Ses mains tremblaient légèrement en enveloppant la nourriture dans un torchon propre. Thierry passa la journée à errer. Il marcha le long des chemins de terre qu'il connaissait depuis l'enfance, passa devant les fermes voisines où les chiens aboyaient sur son passage, traversa le petit bois où il avait construit des cabanes quand il était garçon. Le vent s'était levé, froid et cinglant, et il sentait l'hiver approcher dans la morsure de l'air. Sa tête était pleine de voix, celle d'Anaïs, douce et plaintive. « Tu dois choisir, Thierry. Ta mère ou moi ?» Celle de sa mère, murmurée des années auparavant quand il était tombé malade et qu'elle avait veillé à son chevet. « Je serai toujours là, mon petit, toujours. » Les voix se mélangeaient, se confondaient, jusqu'à ce qu'il ne sache plus laquelle écouter. Il s'assit sur un muret de pierre, regarda l'horizon où les collines se perdaient dans la brume. Le poids de la solitude l'écrasait. Ce fardeau qu'on porte seul quand les décisions appartiennent à nous et à personne d'autre. Personne ne pouvait choisir à sa place. Personne ne pouvait porter cette charge. Anaïs avait raison sur un point. Sa mère était vieille, 67 ans, peut-être 68, il ne savait plus exactement. Ses cheveux étaient devenus blancs, ses mains noueuses, son dos courbé par les années de travail. Combien de temps lui restait-il? 5 ans, 10? Tandis qu'Anaïs était jeune, vibrante de vie. Ils pourraient avoir des enfants, construire quelque chose ensemble. N'était-ce pas là le cours naturel des choses? Les vieux s'effacent pour laisser place aux jeunes. C'est ainsi que le monde tourne. Mais alors pourquoi cette pensée lui donnait-elle envie de vomir? Il rentra à la tombée de la nuit, les bottes lourdes de boue, les vêtements trempés car la pluie avait fini par tomber fine et glacée. Anaïs l'attendait dans le salon, assise près du poêle où le feu ronflait doucement. Elle leva les yeux vers lui quand il entra, et il vit dans son regard une question muette. « Alors ?» dit-elle simplement. Il resta debout près de la porte, dégoulinant sur le plancher ciré que sa mère avait frotté le matin même. « Je vais le faire, » dit-il, et sa propre voix lui sembla venir de très loin. « Demain, je vais emmener ma mère. Je l'emmènerai loin. » Anaïs se leva d'un bond, courut vers lui. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et elle pressa son visage contre sa poitrine mouillée. « Oh Thierry, murmura-t-elle. « Oh mon amour, je savais que tu ferais le bon choix. Nous allons être tellement heureux, tu verras. Juste toi et moi, comme ça devait être depuis le début. » Elle l'embrassa et ses lèvres étaient chaudes, vivantes. Mais Thierry avait l'impression d'embrasser une étrangère. Il se dégagea doucement. « Je suis fatigué, dit-il. Je vais me coucher. »« Attends, dit-elle en attrapant sa main. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Tu dois te laver, tu es trempé. Et j'ai préparé un bon repas, tous tes plats préférés. Quand ta mère sera partie, je te les cuisinerai tous les jours. Tu verras comme nous serons bien. » Elle partit en courant chercher l'eau, légère comme une enfant qui vient de recevoir un cadeau. Thierry resta seul dans le salon, écoutant le crépitement du feu, sentant ses vêtements humides collés à sa peau. Il avait froid jusqu'aux os, un froid que même le poêle ne pouvait chasser. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil agité, peuplé de rêves étranges. Il rêva qu'il marchait dans la montagne, portant un poids énorme sur son dos. Quand il se retournait pour voir ce que c'était, il découvrait que c'était son propre cœur, gonflé et lourd, qui saignait sur la pierre. Le lendemain matin,
Il se leva avant le soleil. Marguerite était déjà dans la cuisine comme toujours. Elle lui tendit une tasse de café, ce rituel du matin qui avait ponctué toute sa vie d'adulte. Le café au lait qu'elle préparait toujours avec soin, mélangeant les deux liquides jusqu'à obtenir cette couleur parfaite, comme deux vies qui s'harmonisent pour n'en former qu'une. « Maman », dit-il, et le mot lui sembla étrange dans sa bouche, comme s'il ne l'avait pas prononcé depuis des années. « Aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire une promenade. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Une promenade? Oui, dans la montagne. Il fait frais là-haut, tu aimeras. Tu n'y es pas allé depuis longtemps. Je suis vieille, mon fils. Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne peux pas marcher jusque là-haut. Alors je te porterai, dit-il. » Et les mots lui écorchèrent la gorge. Elle le regarda longuement, et dans ses yeux, il vit passer quelque chose. Une compréhension peut-être, ou une acceptation. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, laisse-moi prendre mon châle. » Elle monta dans sa chambre, et Thierry l'entendit bouger là-haut, ouvrir et fermer des tiroirs. Quand elle redescendit, elle portait son châle bleu, celui qu'elle avait tricoté des années auparavant. Et dans ses mains, elle tenait une petite pochette en tissu. « C'est pour toi, dit-elle en la lui donnant. » Pour après, il n'osa pas demander ce qu'elle voulait dire. Il mit la pochette dans sa poche sans l'ouvrir. Ils sortirent de la maison, alors que les premières lueurs de l'aube colorèrent le ciel. L'air était vif, presque coupant, et leur respiration formait de petits nuages de vapeur. Thierry souleva sa mère dans ses bras, surpris de la trouver si légère. On aurait dit qu'elle ne pesait rien, comme si les années l'avaient vidée de toute substance, ne laissant qu'une coquille fragile. Au début, elle parla. Elle commentait le paysage, se souvenait de promenades anciennes. « Tu te rappelles, disait-elle, quand tu étais petit, nous venions ici pour cueillir des mûres. Tu en mangeais tellement que tu avais mal au ventre. Je devais te porter sur le chemin du retour, exactement comme maintenant. » Mais à l'envers, elle riait doucement. Et ce rire était le son le plus triste que Thierry ait jamais entendu. Le sentier montait, raide et caillouteux. Les muscles de Thierry commençaient à brûler. Ses bras à trembler sous le poids qui, aussi léger soit-il, finissait par peser. La sueur coulait dans son dos malgré le froid. Il grimpait un pas après l'autre, se concentrant sur le sol devant lui pour ne pas penser à ce qui l'attendait en haut. Petit à petit, Marguerite cessa de parler. Le silence s'installa entre eux, brisé seulement par le bruit des pas de Thierry sur la pierre, par le cri d'un oiseau quelque part dans les arbres. Plus il montait, plus l'air devenait rare, plus le monde semblait se rétrécir autour d'eux. Finalement, ils atteignirent le sommet. Le sentier s'élargissait sur un plateau rocheux, et au bout, la falaise tombait à pic dans le vide. Thierry s'arrêta à quelques mètres du bord, déposa sa mère sur le sol. Ses jambes tremblaient, son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Le paysage s'étendait devant eux, magnifique et indifférent. Les collines ondulaient jusqu'à l'horizon, couvertes d'arbres dont les feuilles avaient pris les couleurs de l'automne, or et rouge et brun. Le ciel était d'un bleu profond, presque violent, et le vent soufflait en rafales, fouettant leurs visages. « C'est beau, » dit Marguerite doucement. « J'avais oublié comme c'était beau. » Thierry ne répondit pas. Il regardait le bord de la falaise, essayant de rassembler son courage. C'était maintenant. Il devait le faire maintenant, avant que sa résolution ne faiblisse. Anaïs l'attendait. Leur vie future l'attendait. Il n'avait qu'à faire quelques pas, à pousser, et tout serait fini. Simple, rapide. « Mon fils, » dit Marguerite, et sa voix était calme, presque sereine. Il se tourna vers elle. Elle le regardait avec ses yeux qu'il avait regardés toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à ce moment précis. Des yeux bruns, délavés par l'âge, mais toujours aussi doux, toujours aussi pleins d'amour. « Je sais pourquoi nous sommes ici, dit-elle. Je comprends ce que tu veux faire. » Le sang de Thierry se glaça dans ses veines. « Je comprends, répéta-t-elle, et je ne t'en veux pas. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, portés par le vent qui sifflait au bord de la falaise. Thierry sentit ses genoux faiblir. Il voulut parler, nier, mais les mots refusèrent de sortir. Sa gorge était serrée comme prise dans un étau. Comment réussit-il enfin à murmurer? Marguerite sourit, un sourire triste, qui creusa encore plus les rides autour de ses yeux. « Je suis vieille, mon fils, pas aveugle. J'ai vu comment ta femme te regardait. J'ai entendu vos disputes, même quand vous pensiez que je dormais. Les murs de la maison sont minces, et les nuits silencieuses. J'ai compris hier soir, quand tu es rentré trempé et que tu as dit que tu allais m'emmener. J'ai compris. » Elle se tut un instant, rajusta son châle bleu autour de ses épaules. Le tissu claquait dans le vent comme un drapeau. « Et je veux que tu saches, continua-t-elle, que je comprends.
Tu es jeune, Thierry. Tu as une vie devant toi, une femme qui t'aime. Tu mérites d'être heureux. Moi, j'ai déjà vécu ma vie. Elle n'a pas été mauvaise. J'ai eu un mari qui m'aimait, même si ce fut trop court. J'ai eu un fils magnifique. J'ai vu les saisons tourner. J'ai cultivé mon jardin, j'ai fait mon pain. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont. Non, dit Thierry et sa voix se brisa. Non, maman, ne dis pas ça, écoute-moi, dit-elle avec une fermeté qu'il ne lui connaissait plus. Écoute-moi bien. Si tu dois le faire, alors fais-le. Mais fais-le correctement. Sois prudent. Ne tombe pas avec moi. Regarde, il y a cet arbre là-bas, près du bord. Accroche-toi à une branche quand tu me pousseras. Comme ça, tu seras en sécurité. Je ne veux pas que tu tombes. Je ne veux pas que tu meures. Elle le disait avec le même ton qu'elle employait autrefois pour lui rappeler de mettre son manteau avant de sortir par temps froid. Comme si elle lui donnait un conseil pratique, anodin. Comme si elle lui expliquait comment planter des haricots ou réparer un toit qui fuit. Thierry tomba à genoux. Ses mains s'enfoncèrent dans la terre rocheuse, les petits cailloux lui mordant la peau. Il ne pleurait pas encore, mais quelque chose se brisait en lui, quelque chose de fondamental et d'irréparable. « Comment peux-tu dire ça ?» gémit-il. « Comment peux-tu être si calme? Je suis venu ici pour te tuer, maman, pour te jeter du haut de cette falaise comme un déchet dont on veut se débarrasser. Et toi, tu t'inquiètes que je ne tombe pas? Tu me donnes des conseils pour que je le fasse en sécurité. » Marguerite s'agenouilla à côté de lui, posa sa main ridée sur sa joue. Sa paume était rugueuse, marquée par des décennies de travail, mais son geste était d'une douceur infinie. « Parce que je suis ta mère, dit-elle simplement. C'est ce que font les mères. Elles aiment leurs enfants, peu importe ce que ces enfants font. Elles les aiment quand ils sont bons, et elles les aiment quand ils sont mauvais. Elles les aiment dans la joie et dans la peine. C'est un amour qui ne se mesure pas, qui ne se calcule pas. C'est un amour qui existe, tout simplement. » Elle marqua une pause, regarda l'horizon où le soleil commençait à monter, teintant les nuages de rose et d'or. « Un jour, tu auras peut-être un enfant, continua-t-elle. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu comprendras ce qu'est le véritable amour. Pas l'amour que l'on ressent pour une femme, aussi forte soit cette passion. Pas l'amour que l'on a pour ses parents, fait de gratitude et d'habitude, mais l'amour qu'un parent porte à son enfant. Un amour qui accepte tout, qui pardonne tout, qui donne tout sans rien attendre en retour. Le poids de l'amour, pensa Thierry. Ce fardeau doux mais précieux que portait sa mère depuis le jour de sa naissance. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifiait. Il avait pris son amour comme il prenait l'air qu'il respirait, sans y penser, comme quelque chose de naturel et d'inépuisable. Thierry resta agenouillé là, sa tête entre les mains, tandis que le vent soufflait autour d'eux et que le soleil montait lentement dans le ciel. Les minutes passaient, longues et lourdes. Dans sa tête, les pensées se bousculaient, se heurtaient, se mélangeaient. Il pensa à Anaïs, à la façon dont elle l'avait regardé la veille, avec ce sourire triomphant quand il avait dit qu'il allait emmener sa mère. Elle n'avait pas demandé où, elle n'avait pas voulu savoir. Elle était juste heureuse que l'obstacle disparaisse, que la vieille femme qui la gênait s'en aille. Est-ce que c'était ça l'amour? Cette joie égoïste à voir quelqu'un d'autre souffrir pour son propre bonheur. Il pensa à toutes les fois où sa mère l'avait veillé quand il était malade, au repas qu'elle avait préparé pendant des années sans jamais se plaindre, aux vêtements qu'elle avait raccommodés, aux champs qu'elle avait aidé à cultiver quand il était trop jeune pour le faire seul, aux sacrifices qu'elle avait faits, petits et grands, jour après jour, sans jamais rien demander en retour. Elle avait construit sa vie entière autour de lui, et maintenant, à la fin, elle était prête à accepter sa propre mort pour qu'il soit heureux. Et Anaïs, qu'avait-elle sacrifié pour lui? Qu'avait-elle donné à part sa beauté et ses sourires? Elle lui avait demandé de choisir, avait refusé de chercher un compromis. Elle avait transformé leur maison en champ de bataille, avait refusé de cuisiner, de parler, de vivre normalement tant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. C'était du chantage, réalisa-t-il soudain. Un chantage émotionnel enrobé dans de belles paroles d'amour. « Ma mère est bonne, pensa-t-il. Ma mère est gentille. Elle m'aime vraiment. Et moi, je suis venu ici pour la tuer. Quel genre d'homme suis-je » Il leva enfin la tête, regarda sa mère. Elle était restée assise à côté de lui, patiente, attendant qu'il prenne sa décision. Le vent jouait avec ses cheveux blancs, les soulevait doucement. Son visage était paisible, presque serein. On aurait dit qu'elle avait fait la paix avec son destin, qu'elle était prête. Mais lui ne l'était pas, il ne le serait jamais. Non, dit-il, et cette fois sa voix était ferme, claire. Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Il se leva, tendit les mains vers sa mère pour l'aider à se relever.
Elle le regarda, surprise, une lueur d'espoir timide dans ses yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Ma femme devra comprendre, l'interrompit Thierry. Ou alors elle partira. Mais toi, tu restes. C'est ta maison. C'était ta maison bien avant qu'Anaïs n'arrive, et ce sera ta maison jusqu'à ton dernier jour. » Il l'aida à se relever, épousseta son châle. Ses mains tremblaient encore, mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus la peur ou le désespoir qui les faisait trembler, mais la colère. Une colère sourde, montante, dirigée contre lui-même d'abord, pour avoir même envisagé une telle chose. Et puis contre Anaïs pour l'avoir poussé jusque-là. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu confondre manipulation et amour? La beauté d'Anaïs l'avait ébloui, lui avait fait perdre tout bon sens. Il avait été comme un homme qui regarde le soleil trop longtemps et qui devient aveugle à tout le reste. Sa mère était la seule qu'il avait vraiment aimée. Pas pour ce qu'il pouvait lui donner, pas pour ce qu'il représentait, mais simplement parce qu'il était son fils. Un amour inconditionnel, comme on n'en trouve qu'une fois dans une vie. Ils commencèrent à redescendre de la montagne. Thierry portait à nouveau sa mère dans ses bras, mais cette fois le poids semblait différent, plus léger, d'une certaine façon. Ou peut-être était-ce lui qui était plus fort. Il sentait ses muscles travailler, sentait la pierre rugueuse du sentier sous ses semelles, sentait le vent qui séchait la sueur sur son front. Le paysage défilait autour d'eux, les mêmes collines, les mêmes arbres qu'à l'allée. Mais tout paraissait différent, plus vif, plus réel, comme si un voile s'était levé devant ses yeux. « Tu sais, dit Marguerite après un long silence, ta femme n'est pas une mauvaise personne, elle est juste jeune. Elle ne comprend pas encore certaines choses, avec le temps peut-être. » « Non, maman, dit Thierry, ne cherche pas d'excuses pour elle. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle me demandait. Peut-être, admit sa mère, mais la haine ne mène nulle part, mon fils. J'ai passé ces dernières semaines à la détester, à penser qu'elle était cruelle et égoïste. Et tu sais ce que ça m'a apporté? Rien, à part de l'amertume. Rien, à part des nuits sans sommeil. La haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Thierry ne répondit pas. Il se concentrait sur le chemin, sur les pas qu'il devait faire un après l'autre. La descente était plus facile que la montée, mais aussi plus dangereuse. Il devait faire attention où il mettait les pieds, éviter les pierres instables, les racines qui sortèrent du sol. Quand ils arrivèrent enfin en bas, le soleil était haut dans le ciel. Ils avaient passé des heures là-haut sur la falaise, et le monde avait continué à tourner sans eux. Les oiseaux chantaient dans les arbres, les vaches paissaient dans les prés. La vie suivait son cours, indifférente aux drames humains. Thierry déposa sa mère devant la maison aux volets bleus. Il se sentait épuisé, vidé, mais aussi étrangement en paix. Comme après un service militaire particulièrement dur, cette discipline qui forge les hommes et leur apprend ce qui compte vraiment. Il avait affronté le pire de lui-même là-haut, sur cette montagne, et il l'avait vaincu. Il s'était regardé dans le miroir de sa propre âme et avait choisi d'être meilleur. « Attends ici, dit-il à sa mère. Je vais parler à Anaïs. » Il entra dans la maison. Anaïs était dans la cuisine, préparant quelque chose qui sentait bon, le rôti et les herbes. Elle se retourna quand elle l'entendit entrer, et son visage s'éclaira d'un sourire radieux. « Tu es revenu ?» dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « C'est fait. »« Oui, répondit Thierry. « C'est fait. » Elle courut vers lui, voulut l'embrasser, mais il l'arrêta d'un geste. « Attends, dit-il. Laisse-moi finir. C'est fait, mais pas comme tu le penses. » Son sourire vacilla. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire que ma mère est dehors, vivante, et qu'elle va rester ici, dans cette maison, jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse dans son lit, entourée de ceux qui l'aiment. » Le visage d'Anaïs devint pâle, puis rouge. « Tu n'as pas fait ce que tu avais promis? »« Je n'ai rien promis, » dit Thierry calmement. « Tu m'as demandé de choisir. Je choisis ma mère. » Anaïs recula comme s'il l'avait giflé. « Quoi ?» cria-t-elle, et sa voix monta dans les aigus, perçante comme le cri d'un oiseau blessé. « Tu choisis cette vieille femme plutôt que moi? Ta femme? Celle avec qui tu dois passer le reste de ta vie? » Justement, dit Thierry, et il fut surpris par le calme de sa propre voix. « Le reste de ma vie. » C'est exactement ça le problème, Anaïs. J'ai failli commettre l'irréparable aujourd'hui. J'ai emmené ma mère en haut de la montagne, avec l'intention de la tuer. Tu te rends compte de ce que tu m'as demandé de faire, de ce que j'ai failli faire? Elle ne t'a pas demandé de la tuer, rétorqua Anaïs, juste de choisir. Tu aurais pu l'envoyer vivre ailleurs, chez des cousins, dans une maison de retraite. Elle n'a personne d'autre, l'interrompit Thierry. Elle n'a que moi, et cette maison c'est chez elle. Elle y a vécu toute sa vie.
Elle y a élevé son fils. Elle y a enterré son mari. Tu crois vraiment qu'à son âge, je pourrais l'arracher de tout ça? Ce serait la tuer de toute façon, juste plus lentement. Anaïs croisa les bras, son visage se durcissant. Donc c'est ça ta décision finale? Elle reste et moi je dois continuer à vivre avec elle, à supporter ses remarques, ses regards. Non, dit Thierry, si tu ne peux pas vivre avec ma mère, alors tu pars. C'est toi qui as dit qu'il fallait choisir. Eh bien, j'ai choisi. Et si ce choix ne te convient pas, la porte est là. Le silence qui suivit fut épais, suffocant. Anaïs le regardait comme si elle ne le reconnaissait pas, comme si l'homme devant elle était devenu un étranger. Ses yeux se remplirent de larmes, mais Thierry ne savait pas si c'était de tristesse ou de rage. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle finalement. « Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Je suis ta femme. Nous nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Et tu voulais que je tue ma mère, répondit Thierry. Où était Dieu dans cette demande? Où était l'amour? Le mariage, ce n'est pas juste partager un lit et porter le même nom. C'est se soutenir, se respecter, accepter ce qui vient avec l'autre. Ma mère fait partie de moi, Anaïs. Elle m'a fait. Si tu ne peux pas l'accepter, alors tu ne m'acceptes pas vraiment. » Les larmes coulèrent maintenant sur les joues d'Anaïs, traçant des sillons brillants sur sa peau. « Je t'aime, dit-elle d'une voix brisée. Je t'aime vraiment. Je veux juste que nous soyons heureux, toi et moi. C'est mal, ça. »« Non, dit Thierry plus doucement. Ce n'est pas mal. Mais le bonheur ne se construit pas sur la souffrance des autres. Pas sur celle de ma mère, en tout cas. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais essayé de trouver un moyen de vivre en paix avec elle. Au lieu de ça, tu as transformé notre maison en enfer. Tu as fait de nous des ennemis, et tu m'as demandé de choisir entre mon passé et mon avenir, comme si l'un excluait l'autre. » Il marqua une pause, passa une main fatiguée sur son visage. « Le véritable amour, continua-t-il, ce n'est pas celui qui exige qu'on sacrifie tout. C'est celui qui donne sans compter. Ma mère était prête à mourir pour que je sois heureux. Elle me l'a dit là-haut, sur la montagne. Elle m'a donné des conseils pour que je ne tombe pas avec elle. Tu te rends compte? Elle s'inquiétait pour moi, alors que j'étais sur le point de la tuer. Ça, c'est l'amour véritable. Et toi, qu'as-tu sacrifié? Qu'as-tu donné? » Anaïs ne répondit pas. Elle resta là, les bras ballants, les joues mouillées de larmes. Dans la lumière de la cuisine, elle paraissait soudain très jeune, presque enfantine. Thierry sentit une pointe de pitié la traverser. Sa mère avait raison. Anaïs n'était pas fondamentalement mauvaise. Elle était juste immature, égoïste, incapable de voir au-delà de ses propres désirs. « Tu peux rester, dit-il finalement, mais seulement si tu acceptes de respecter ma mère, de faire des efforts pour vivre en paix avec elle. Si tu peux faire ça, nous essaierons de reconstruire quelque chose. Mais si tu ne peux pas, alors il vaut mieux que tu partes maintenant. Je ne reviendrai pas sur ma décision. » Anaïs le regarda longuement. Dans ses yeux, Thierry vit passer toute une gamme d'émotions. Colère, incompréhension, blessure, puis quelque chose qui ressemblait à de la réflexion. Elle était face à son propre choix maintenant. Elle pouvait partir, retourner chez ses parents, recommencer ailleurs, où elle pouvait rester, accepter la situation, essayer de changer. Les secondes s'étirèrent, lourdes et silencieuses. Dehors, on entendait le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres. La vie continuait, patiente, attendant leur décision. Finalement, Anaïs baissa la tête. « Je vais essayer, murmura-t-elle. Je ne promets rien, mais je vais essayer. »« C'est tout ce que je demande, dit Thierry. » Il sortit de la cuisine, laissant Anaïs seule avec ses pensées. Dehors, sa mère était assise sur le banc près de la porte, son châle bleu serré autour de ses épaules. Elle leva les yeux quand il s'approcha. « Alors ?»« Elle va essayer, dit Thierry en s'asseyant à côté d'elle. On verra si ça marche. » Marguerite hocha la tête, posa sa main sur celle de son fils. « Tu as fait le bon choix, dit-elle. Quel que soit le résultat, tu as fait le bon choix. » Ils restèrent ainsi un long moment côte à côte, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. La lumière prenait cette teinte dorée particulière de fin d'après-midi, celle qui fait ressembler le monde à un tableau ancien. Les ombres s'allongeaient sur la terre, douces et paisibles. « Maman, dit Thierry après un silence, tout à l'heure, tu m'as donné une pochette. Tu as dit que c'était pour après. Qu'est-ce que c'est ?» Marguerite sourit. « Va voir. » Thierry sortit la pochette de sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une vieille photographie jaunie et une lettre pliée. La photographie montrait un homme jeune, souriant, portant un enfant dans ses bras. Son père et lui, il y avait si longtemps. Il sentit sa gorge se serrer. La lettre était de sa mère, écrite de sa main tremblante. « Mon fils chéri, lisait-on. Si tu lis ceci, c'est que tu as fait ce que tu pensais devoir faire.
Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas. Je veux que tu saches que je t'aime, que je t'ai toujours aimé depuis le jour où je t'ai tenu dans mes bras, pour la première fois jusqu'à mon dernier souffle. L'amour d'une mère n'a pas de conditions, pas de limites. Il existe, simplement. Sois heureux, mon petit. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi. Ta mère qui t'aime. Thierry plia soigneusement la lettre, la remit dans la pochette. Il ne pouvait pas parler. Les mots refusaient de sortir, bloqués par l'émotion qui gonflait dans sa poitrine. « Je suis désolé, réussit-il enfin à dire. « Je suis tellement désolé. Ne le sois pas, dit Marguerite. Tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui. Tu as appris ce qu'est le véritable amour. Beaucoup de gens passent leur vie entière sans jamais le comprendre. Elle avait raison. Il avait appris. Il avait regardé dans le miroir de sa propre âme et y avait vu à la fois le meilleur et le pire de lui-même. Il avait failli commettre l'impardonnable. Mais au dernier moment, il avait choisi la lumière plutôt que les ténèbres. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Anaïs tint parole et essaya vraiment. Elle parlait à Marguerite avec plus de respect, l'aidait dans ses tâches sans rechigner. C'était gauche au début, forcée comme deux étrangères essayant d'apprendre une langue commune. Mais petit à petit, quelque chose changea. Peut-être était-ce le fait de voir Thierry différemment, plus fort, plus sûr de lui. Peut-être était-ce la compréhension graduelle de ce qu'était réellement l'amour. Ou peut-être était-ce simplement le temps qui fait son œuvre, qui adoucit les angles, qui cicatrise les blessures. Un matin, Thierry se réveilla avec l'odeur du café qui montait de la cuisine. Il descendit et trouva les deux femmes assises ensemble à la table, partageant le petit déjeuner. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais elles ne se disputaient pas non plus. C'était un début. Marguerite lui versa une tasse de café au lait, ce rituel du matin qui avait ponctué toute sa vie. Ce mélange parfait de noir et de blanc, d'amer et de doux, qui symbolisait peut-être la vie elle-même. Pas toute noire, pas toute blanche, mais quelque chose entre les deux. Un équilibre délicat, fragile mais possible. Anaïs lui sourit, un sourire différent de ceux d'avant, moins éclatant peut-être mais plus vrai, plus profond. Elle avait mûri, réalisait-il. Ils avaient tous les deux mûri. La crise les avait transformés, les avait forcés à regarder en eux-mêmes et à voir ce qu'ils y trouvaient. Les années passèrent. Marguerite vieillit encore, ses pas devinrent plus lents, son dos plus courbé, mais elle resta dans la maison au volet bleu, entourée de son fils et de sa belle-fille. Anaïs apprit à faire le pain comme elle, à préparer les herbes, à reconnaître les signes du temps qu'il fait. Elle apprit aussi, lentement mais sûrement, ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un. Pas l'amour passionné et égoïste de la jeunesse, mais l'amour patient et généreux de la maturité. Un soir d'hiver, alors que le givre dessinait des fleurs sur les fenêtres et que le poêle ronronnait doucement, Anaïs annonça qu'elle était enceinte. Marguerite pleura de joie, et Thierry la serra dans ses bras. Un enfant, une nouvelle vie. Le cycle continuait. Quand le bébé naquit au printemps suivant, une petite fille aux yeux brillants et aux cheveux noirs comme sa mère, Thierry la tint dans ses bras et comprit enfin pleinement ce que sa mère lui avait dit sur la falaise. Il comprit cet amour inconditionnel, ce besoin de protéger, ce désir de tout donner sans rien attendre en retour. Il regarda son enfant, si petite, si fragile, si parfaite, et sut qu'il ferait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Il leva les yeux vers sa mère, qui le regardait avec un sourire tendre. « Maintenant tu comprends, dit-elle doucement. « Oui, répondit-il, maintenant je comprends. » Marguerite vécut encore quelques années, assez pour voir sa petite fille grandir, pour l'entendre rire et l'appeler grand-mère. Elle mourut paisiblement, dans son sommeil une nuit d'automne, quand les feuilles prenaient les couleurs du feu et que l'air sentait la fumée et la terre. Thierry et Anaïs la trouvèrent le matin, couchée dans son lit, les mains posées sur sa poitrine, son visage serein comme celui de quelqu'un qui a terminé un long voyage et qui est enfin arrivé chez lui. Ils la pleurèrent, bien sûr, mais c'était une tristesse douce, mêlée de gratitude. Gratitude pour tout ce qu'elle avait été, tout ce qu'elle avait donné. Gratitude pour la leçon qu'elle avait enseignée sur cette montagne, des années auparavant. La leçon la plus importante de toutes, que l'amour véritable ne compte pas, ne mesure pas, ne demande rien. Il donne simplement, parce que c'est sa nature. Des années plus tard, quand leur fille fut grande et qu'elle eut ses propres problèmes, ses propres dilemmes, Thierry lui raconta l'histoire. Il lui raconta comment il avait failli faire la pire erreur de sa vie,
comment sa grand-mère l'avait sauvé non pas en se défendant, mais en l'aimant inconditionnellement. Il lui raconta la montagne, la falaise, les mots qui avaient tout changé. Sa fille l'écouta en silence, et quand il eut fini, elle posa sa tête sur son épaule. « Grand-mère devait être une femme extraordinaire, dit-elle. »« Elle l'était, répondit Thierry, et elle m'a appris à être un homme meilleur. » Il regarda par la fenêtre de la maison aux volets bleus, vers les collines au loin, vers la montagne qu'il pouvait apercevoir à l'horizon. Il ne l'avait jamais réescaladée depuis ce jour-là. Il n'en avait pas besoin. La leçon était gravée en lui, aussi profonde qu'une cicatrice, aussi permanente qu'une empreinte dans la pierre. On ne choisit pas entre ceux qu'on aime. On trouve un moyen de les garder tous les deux. C'est ce que l'amour véritable fait. Il ne divise pas, il rassemble. Il ne demande pas de sacrifices impossibles. Il trouve des solutions. Et surtout, il pardonne. Il pardonne nos erreurs, nos moments de faiblesse, nos pensées les plus sombres. Parce que c'est ce que font ceux qui nous aiment vraiment. Le soir tombait sur la campagne française. Les cigales chantaient leur dernier chant de la journée, et l'air se rafraîchissait doucement. Dans la cuisine, Anaïs préparait le dîner, et l'odeur du pain chaud se mêlait à celle du thym et du romarin. Certaines choses ne changeaient jamais. Certaines traditions se transmettaient de génération en génération, comme le café au lait du matin, comme les recettes de famille, comme les leçons d'amour. Thierry ferma les yeux, sentit le poids doux de sa fille contre lui, entendit les bruits familiers de la maison. Il était chez lui, il était en paix, et quelque part il en était sûr, sa mère souriait.